Et messieurs, merci d'avoir pris du temps pour venir m'écouter et je vous prie de m'excuser du léger retard que j'ai eu. C'est ce que c'est quand on est à Bruxelles, les réunions s'enchaînent aux réunions, pas seulement pour parler du climat. Alors effectivement, depuis quelques mois, voire quelques années, tout le monde se préoccupe de cette question du réchauffement climatique. Et à Copenhague, au mois de décembre, conférence à laquelle j'ai participé, au titre donc, de ma présidence de l'Observatoire du développement durable du Comité économique et social européen. Alors le Comité économique et social européen, pour faire très rapidement, a été créé par le traité de Rome et est un des organes consultatifs de l'Union européenne. Il y a le Comité des régions et le Comité économique et social européen qui regroupent des représentants de la société civile, qu'on appelle la démocratie participative, représentants de chefs d'entreprise, représentants des syndicats, représentants des ONG. C'est une vieille institution de l'Union européenne, elle date du traité de Rome. Le Comité des régions, lui, a été créé par le traité de Maastricht. Et donc, nous sommes saisis de toute la législation européenne avant qu'elle parte au Parlement européen. Donc, la Commission... Excusez-moi. On a un interprète, plus lentement. Voilà. Un esclave qui va souffrir. D'accord. Il faut être un peu plus lent, parce que sinon... Être un peu plus lent. Et donc, toute la législation européenne venant de la Commission, avant de partir au Parlement européen et au Conseil des ministres, passe entre nos mains, soit donc qu'elles viennent de la Commission européenne, soit des présidences tournantes, puisque vous savez que le traité de Lisbonne, dont on nous a dit qu'il allait tout simplifier, a en fait créé 3 présidences pour l'Union européenne. La présidence permanente du Conseil européen, la présidence du Conseil des ministres qui continue à tourner tous les 6 mois, aujourd'hui l'Espagne, après au mois de juillet la Belgique, ensuite la Pologne, donc deuxième présidence, et bien entendu la présidence de la Commission. Alors le Conseil, les présidences tournantes, avant qu'elles arrivent en fonction, nous interrogent sur des sujets qui leur paraissent particulièrement importants. C'est ainsi qu'avant la présidence allemande, j'avais été amené effectivement à rédiger un rapport sur la politique familiale, ou les politiques familiales et la démographie. Parce que soudain, pour la première fois depuis des dizaines d'années, l'Union européenne se rendait compte qu'il y avait un lien entre la politique familiale et la démographie. C'était quelque chose de tout à fait extraordinaire, mais effectivement, c'était assez peu politiquement correct jusqu'à présent, parce que quand on parlait de politique familiale, aussitôt, toutes les associations féministes poussaient des hurlements en disant « on veut remettre les femmes au foyer, quelle horreur ». Bon. Donc on ne parlait pas de politique familiale, c'était un gros mot. Et d'ailleurs, la présidence allemande, je vais en revenir au climat, la présidence allemande avait eu énormément de mal à faire inscrire à l'agenda européen le mot ou l'expression politique familiale. Mais c'est un autre sujet. Donc, le climat. Alors, je veux attirer votre attention sur un phénomène quand même tout à fait particulier. À Copenhague, pour discuter de la question de savoir si d'ici à un siècle, la température globale de la Terre allait augmenter de 2 degrés, se sont déplacés 192 chefs d'État et de gouvernement. Il y a quelques mois, à Rome, il y avait un congrès sur la faim dans le monde. Le temps que vous comptiez jusqu'à 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un enfant dans le monde est mort de malnutrition ou de faim. Et là, pas un seul chef d'État ne se déplaçait à Rome pour parler de cette question. Et donc, vous voyez là qu'on est en face d'un paradoxe absolument incroyable. De la même façon, il y a eu à Istanbul et Ankara, il y a quelques mois, une autre conférence sur le problème de l'eau, qui est un problème majeur pour le devenir de l'humanité. Eh bien, en dehors de toute question de réchauffement ou de
pas de réchauffement climatique. Là non plus, on n'avait aucun chef d'État et de gouvernement. Et donc, on se trouve dans une situation étonnante où pour discuter de la possibilité ou de l'éventualité d'une augmentation de 2 degrés de la température dans 100 ans, on déplace 192 chefs d'État et de gouvernement. Et pour parler de la faim dans le monde et du fait de sauver la vie des hommes, on n'a pas un seul chef d'État qui se déplace à Rome. C'est un signe assez curieux. Alors j'ai amené, on ne va pas le passer en entier, j'ai amené un DVD qui est une production de l'Agence européenne de l'environnement, dont le titre s'appelle « 1 Degree Matters », 1 degré a de l'importance, et qui est un peu l'exposé de la politique officielle de l'Union européenne et de la pensée politiquement correcte en matière de politique climatique. Et dans la petite enveloppe, il y a, sur le côté, là, vous voyez, un certain nombre de phrases où on apprend que si vous buvez uniquement de l'eau du robinet et non pas de l'eau en bouteille, vous économisez 74 kilos de CO2 par an. Si vous baissez d'1 degré la température de votre maison, vous économisez 130 kilos de CO2 par an. Ainsi de suite. Si vous prenez des douches de simplement 5 minutes au lieu de 10 minutes, vous économisez 292 kilos de CO2 par an. Donc, d'ailleurs, à la limite, plus on est sale, mieux ça vaut, parce que comme ça, on vous conseille aussi de ne plus utiliser de sèche-linge. Mettez votre linge dans le jardin. Enfin, il faut un jardin d'abord, et puis sous certains... Et là, vous économisez 160 kilos de CO2 par an. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Donc, je vous propose, c'est qu'on regarde, je ne sais pas, un quart d'heure, ça suffit, ou même pas d'ailleurs, 10 minutes du DVD, et ça vous donne une illustration de la pensée officielle en matière de climat. Et ensuite, je vous raconterai ce qui s'est passé à Copenhague, et surtout, en conclusion, je vous parlerai, en fait, du combat idéologique, voire quasiment religieux, qu'il y a autour de cette question climatique. Paul van Hodenburg a parlé de Gaïa tout à l'heure. Je vous citerai des textes extraordinaires qui, effectivement, donnent l'impression qu'il y a non simplement une idéologie climatique, mais de plus une sorte de retour à un panthéisme ou un animisme moderne, si je puis dire, autour de la notion d'écologie dévoyée. We definitely have to imagine a world without fossil fuels. It is an opportunity for companies to create value. In reality, we can actually make money making these changes. This is a tremendous opportunity to reinvent our lives. A group of global leaders from business and society are in the Arctic to witness the dramatic effects of climate change firsthand. Each individual will give an insider's view on immediate and realistic solutions for tackling climate change. I believe education can resolve the fundamental issue of the climate change. The group has travelled to Ilulissat Ice Fjord in West Greenland, a 50-kilometre-long fjord filled in with icebergs of all shapes and sizes. Size and scale are difficult to judge in this barren landscape. The ice in the fjord remains trapped by gigantic icebergs at the outer edge. Once in a while, one of these ice monsters, with an ice face of up to 150 meters, surrenders to the millions of tons of pressure from the 50 kilometers of ice floe behind it
And then the journey towards melting in the open sea begins. The Ilulissat ice stream is one of the fastest flowing glaciers in the world, moving at around 6.5 kilometers per year. Alors, vous avez vu un exemple tout à fait intéressant. Donc, où on mélange effectivement des données factuelles, mais où en même temps, vous avez remarqué, par exemple, la musique derrière les images. Vous avez une musique dramatique par moment, au contraire, une musique douce pour montrer les beautés de la nature. Là, on n'a pas vu, mais après, avec des images accélérées pour la fonte des glaces, par exemple. Et un peu plus loin, on voit des usines qui crachent de la fumée. Et là aussi, l'image est accélérée. Donc, c'est des nuages extraordinaires avec une musique qui dramatise, si je puis dire, l'image. Donc, ça, c'est, je dirais, la doctrine officielle du GIEC, du groupe des experts climatiques internationaux. Alors, on entend beaucoup parler du GIEC. Il faut savoir que le GIEC, c'est en fait un réseau de scientifiques. Tous ne sont pas des climatologues, loin de là. Il y a des géologues, il y a des zoologues, il y a des biologistes, enfin un peu de toutes les catégories scientifiques, qui rendent d'abord un rapport qui fait plusieurs milliers de pages. Ce rapport est ensuite résumé, et ça se termine par la chose que tout le monde lit, qui est les recommandations pour les décideurs politiques, qui fait une trentaine de pages. Donc vous pensez bien que passer 3000 pages à 30 pages, forcément, on simplifie un peu les données des problèmes. Or, quand vous regardez les données qu'il y a dans le gros rapport, ou quand vous écoutez un certain nombre de scientifiques du GIEC, vous êtes surpris de voir que ce sont des gens extrêmement pondérés, extrêmement prudents. Les scientifiques qui font le travail fondamental. J'en ai eu l'expérience il y a peu de temps où on m'avait demandé de présider une réunion sur le thème assurance et changement climatique. C'était une société d'assurance qui organisait ce colloque à Bruxelles. Et donc, à ma surprise, j'avoue, il y avait 3 scientifiques du GIEC qui étaient là. Et donc, à ma surprise, un scientifique était le spécialiste de ce qu'on appelle, dans le jargon, les événements climatiques extrêmes, c'est-à-dire tempêtes, tornades, etc., etc. Or, à longueur de page, dans les papiers de la Commission européenne, vous lisez « Le changement climatique va augmenter la fréquence et le nombre de ces événements climatiques majeurs. Plus de tempêtes, plus de tornades, etc., etc. » Or, le scientifique qui était là, je me répète, qui fait partie du réseau du GIEC, a dit de façon très claire, dans l'état actuel de la science, je suis incapable d'affirmer s'il va y avoir plus ou moins de ces tornades, tempêtes, etc., etc. Nous n'avons aucune base, aucun fondement solide pour l'affirmer. Car tout simplement, il nous manque l'antériorité. Au-delà du milieu du XIXe siècle, rien n'a été vraiment mesuré. Donc on ne sait pas s'il y avait plus de tempêtes, moins de tempêtes, donc ils sont incapables de le dire. Bon. Après, il y a aussi une bagarre sur les courbes. Vous avez vu les courbes d'augmentation de température. Bon, certains... ça a été d'ailleurs tout l'objet, en gros, de ce qu'on a appelé le Climate Gate, juste avant Copenhague. Vous savez que des hackers sont entrés dans le système informatique de l'université d'East Anglia, une université britannique qui est un laboratoire spécialisé sur ces questions de changement climatique. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des échanges de mails entre scientifiques qui se mettaient d'accord pour gommer certaines données qui ne rentraient pas dans les conclusions de leur simulation informatique. Et notamment
la période dite de l'optimum médiéval, la période où il faisait chaud en Europe, entre 8e et 13e siècle en gros, où effectivement on cultivait la vigne et le vin en Grande-Bretagne, l'époque où le Groenland, comme son nom l'indique, était une terre verte, Greenland. C'était l'époque où les Vikings avaient installé des colonies et des fermes au Groenland. Preuve que le Groenland n'était pas couvert de glaciers comme aujourd'hui. Et un certain nombre d'historiens du climat, comme notamment Leroy Ladurie, l'intellectuel français, le chercheur français, ont souligné que cette période avait été une période particulièrement bénéfique, en tout cas pour les populations européennes, parce que plus de chaleur, des meilleures récoltes, moins de disette, etc., etc. Donc, il y a des incertitudes sur l'interprétation à faire de ces courbes scientifiques. Premier point. Deuxièmement, le GIEC lui-même vient de déclarer, c'est dans une de ses réunions à Genève, que dans les 10 à 20 ans à venir, on allait assister non pas à un réchauffement climatique, mais à un refroidissement climatique. Mais qui n'était qu'une pause et qui serait suivi par un nouveau réchauffement climatique. Moi, je ne suis pas scientifique, donc mon propos n'est pas de dire qui a raison ou qui a tort. Et je constate simplement une chose, c'est que pendant des années, il a été quasiment interdit de poser la question est-ce que les données du GIEC, qui sont en fait les résultats de modélisation informatique, sont absolument certaines. Poser la question était considéré comme une sorte d'hérésie. Bon. Je vais vous donner 2 exemples vécus il y a très peu de temps, il y a 3 semaines, à Bruxelles. On me dit « Monsieur, il faudrait que vous assistiez à un colloque qui a lieu dans un cercle en fait, qui est sponsorisé par les États-Unis d'Amérique à Bruxelles. Et il y a une représentante de l'administration Obama qui va expliquer la politique de la nouvelle administration. Bon, très bien, cette dame nous explique que le développement durable devenait une politique transversale de toutes les politiques américaines. Rien à dire là-dessus. Et moi, je pose une question, je dis, tiens, mais la semaine passée, dans toute la presse française, et c'était vrai, il y a eu des débats à propos de la fiabilité ou non-fiabilité des données du GIEC. Donc cette dame américaine dit « Oui, je sais, effectivement, il y a des incertitudes, mais vous comprenez, il faut se préparer à toute éventualité. C'est un peu comme les militaires, ils doivent être prêts à toute éventualité. Donc voilà, c'est une sorte d'assurance, de principe de précaution. Bon. Mais il y avait 2 autres intervenants, dont la représentante d'une ONG qui dit « Les gens qui contestent, mais sérieusement, hein, les gens qui contestent les données du GIEC sont des criminels. » Et ensuite, il y a un jeune homme qui prend la parole et qui dit « Il faudrait instaurer une instance de contrôle de la presse pour éviter que des notions ou des données erronées sur le climat puissent être publiées comme ça. » Donc on arrive à un système où on pourrait arriver à un système qui fait, avouons-le, penser au système stalinien où on expliquait aux Russes que M. Lysenko devait être suivi sous peine de goulag. Et là, c'est vraiment une police de la pensée scientifique qui est quelque chose d'inadmissible. Alors, depuis cette affaire du Climate Gate, enfin, d'un seul coup, la parole s'est un peu libérée sur le plan du débat scientifique. Et elle s'est libérée aussi chez les éditeurs. Parce qu'il y avait aussi, de la part des gens qui publient les livres, une espèce d'autocensure. On ne
on ne publiait pas ce qui était climatiquement incorrect. Donc un certain nombre de livres ont paru. Il y en a un qui, en France, a eu un grand succès de librairie, qui est celui de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, M. Claude Allègre, qui s'appelle « L'imposture climatique », qui est publié chez Plomb. Bon, c'est un livre un peu polémique, mais qui est néanmoins intéressant à lire. Il y a un excellent livre que je vous conseille fortement, qui s'appelle « Dieu, l'homme et la nature, l'écologie, nouvel opium du peuple », qui a été écrit par un Italien qui s'appelle Samuele Furfari, qui est haut fonctionnaire à la Commission européenne et professeur à Louvain, si mes souvenirs sont bons. C'est publié chez Bourrin Éditeur. C'est une réflexion spirituelle extrêmement intéressante. Vous avez aussi ce livre qui est intéressant, qui est assez... La grande rupture, l'humanité face à son avenir, à son futur technologique. C'est une réflexion sur la recherche scientifique. Et puis Benoît Ritaud, le mythe climatique, c'est un scientifique, un mathématicien, et qui, lui, conteste les données du GIEC, et notamment la modélisation informatique du GIEC. C'est un scientifique. Donc, simplement ça pour vous dire qu'il y a un débat qui, enfin, se crée autour de cette question climatique. En fait, en gros, la plupart des scientifiques admettent qu'il y a un certain réchauffement climatique. La vraie question est de savoir s'il est plus rapide ou pas que par le passé. Deuxièmement, si c'est l'homme qui est à l'origine de ce réchauffement climatique. Or, en fait, il semble qu'il y ait énormément de facteurs qui peuvent jouer pour ce réchauffement climatique. Le rôle des océans, le rôle du soleil, le rôle des taches solaires, des vents, des nuages, et pas simplement les émissions de carbone. Et d'ailleurs, effectivement, dans les carottages qu'on a fait dans la glace arctique, on a vu que les périodes de réchauffement correspondaient à des périodes où il y avait plus de gaz carbonique. Mais c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. En fait, personne ne sait s'il y avait plus de gaz carbonique parce qu'il faisait plus chaud ou s'il faisait plus chaud parce qu'il y avait plus de gaz carbonique. Donc le GIEC a retenu une thèse, mais il y a plus de gaz carbonique, donc il fait plus chaud. En fait, la vérité, quand on interroge un certain nombre de scientifiques très sérieux, ils disent, en fait, nous ne savons pas. Nous sommes dans la plus grande incertitude. À la conférence dont je vous parlais tout à l'heure sur donc, assurance et risques climatiques, il y avait une dame spécialiste justement du CO2, du carbone, et elle a dit cette chose qui m'a frappé. Et vous savez, le CO2 dans l'atmosphère, aujourd'hui, est à l'état de traces. C'est vraiment minimal. Donc, on est loin, si je puis dire, de l'espèce de catastrophisme, l'apocalypse demain qu'on veut bien qu'on nous prévoit depuis des années et des années, notamment les ONG, notamment aussi certains hommes politiques qui sont jetés sur cette question climatique, peut-être parce qu'ils étaient en mal d'idées ou d'idéologie. Et notamment la Commission européenne. Je pense en fait que M. Barroso, ayant connu un échec patent pour sa fameuse stratégie de Lisbonne, s'est jeté sur cette histoire de changement climatique pour essayer de se refaire une image politique et une image mondiale. Et je vais en venir à Copenhague pour vous montrer à quel point la stratégie de l'Union européenne a été vaine et en fait s'est soldée par un échec. Alors loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas tenir en compte la protection de la nature, un usage responsable des ressources naturelles, parce que c'est vrai que la population du monde va croître,
tous les démographes pensent qu'elle va se stabiliser autour de 8 ou 9 milliards d'habitants d'ici 2050. Alors je me méfie toujours, parce que dans les années 70, on disait qu'en l'an 2000, il y aurait 10 milliards d'habitants sur Terre. Bon, nous sommes en 2010, il y a 6 milliards d'habitants sur Terre. Donc voilà, là aussi, les prévisions sont toujours difficiles. Mais il est certain qu'à 8 milliards d'habitants, il y aura une pression sur les ressources naturelles plus forte qu'à 6 milliards et demi d'habitants. Et donc, il est normal, effectivement, de se préoccuper d'un usage plus responsable des ressources naturelles. Et ça n'a rien de choquant. De même qu'il est normal de se préoccuper de ce qu'on peut envoyer dans l'atmosphère, ne serait-ce que pour des raisons de santé publique, en matière d'émissions industrielles, d'émissions polluantes, ou dans les rivières, ou dans les sols. Tout ça est parfaitement légitime. Ce qui était légitime, à mon avis, c'est d'essayer comment dire, tyranniser les gens, de leur faire peur, pour les amener finalement à un changement idéologique et un changement de société. En fait, c'est derrière cette histoire, il y a ça, et il y a également, et j'y viendrai dans la conclusion, et c'est dit par certaines ONG, une lutte contre la vision chrétienne du monde. Et certaines ONG disent cette pratique donc polluante, irrespectueuse de la nature est la conséquence de la tradition chrétienne ou judéo-chrétienne, parce qu'elle s'appuie sur la Genèse et Dieu qui dit à l'homme qu'il doit soumettre la terre. Et donc, ça, je l'ai lu, et ça a été dit par un certain nombre d'ONG en disant, voilà, c'est la responsabilité, une fois de plus, on est responsable de tout aujourd'hui. Donc acceptons la responsabilité aussi du changement climatique. Ce sont les chrétiens qui sont responsables du changement climatique par cette vision des choses. Cela étant, ces braves gens ne se sont pas rendus compte que de l'an 1, si je puis dire, de l'ère chrétienne jusqu'à la révolution industrielle, le climat a effectivement changé, mais on ne peut pas dire que c'est l'industrie qui l'a fait changer, ni l'activité des méchants chrétiens qui a provoqué ces changements climatiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Copenhague pour en venir là. Alors d'abord, un battage médiatique extraordinaire, comme si c'était la fin du monde, ou du moins comme si l'enjeu de cette conférence, c'était ou bien la fin du monde, ou bien le sauvetage du monde. Avec cette formule que je trouve absolument grotesque, d'ailleurs, il faut sauver la planète, comme si on pouvait sauver la planète si tant est qu'elle soit réellement en danger. Et donc, il y a eu une préparation des esprits médiatiques, politiques, et l'ONU, bien entendu, y a contribué. Alors évidemment, pour l'Organisation des Nations Unies, cette histoire climatique est une aubaine. Parce que s'il y a un vrai problème climatique, et si on peut régler ce problème climatique par des actions politiques, c'est forcément sur le plan mondial. Ça ne peut pas être fait sur le plan régional. Et donc, ça donne un moyen de pouvoir à l'ONU, qui, bien sûr, ce machin, comme disait le général de Gaulle, a montré à bien des reprises son incapacité à éviter les guerres, à éviter ou à résoudre des conflits, voire résoudre ou empêcher les massacres dans certaines parties du monde, où pourtant il y avait les troupes de l'ONU. Mais là, sur le climat, il y a une espèce d'alliance objective entre la technostructure onusienne et les ONG qui annoncent l'apocalypse pour demain. Donc, l'ONU y voyait bien entendu son intérêt. Elle a organisé un grand happening environnemental, car, chose assez sidérante, elle avait accrédité 30 000 personnes pour ce congrès. 30 000 personnes. Donc impossible de travailler d'ailleurs de façon sereine avec 30 000 personnes dans un palais des congrès. 30 000 personnes, on avait annoncé 192 chefs d'État qui sont effectivement venus.
Alors, néanmoins, dans beaucoup des cénacles diplomatiques mondiaux, il y avait un doute sur, comment dire, la capacité de l'ONU d'arriver à un accord sérieux. Parce que le fonctionnement de l'ONU, c'est on recherche le consensus, voire l'unanimité, entre 192 États, dont des pays industrialisés, des pays émergents qui n'ont aucune envie de casser leur croissance, et des pays pauvres qui, eux, réclament des transferts d'argent et de technologie. Évidemment, il était extrêmement difficile de trouver un point d'accord. Donc, 192 pays, et puis un nombre important d'ONG, dont bien sûr la très puissante, très présente Greenpeace. Mais pas seulement Greenpeace. Et alors donc, ça faisait un effet étrange, parce que vous arriviez là-bas, d'ailleurs c'était assez mal organisé, mais en dehors de ce fait-là, vous étiez assaillis. Alors moi, comme j'avais mon étiquette de délégué, j'étais particulièrement assailli par les représentants des ONG de tout poil, de toutes sortes. Alors vous aviez les végétariens. Je n'ai rien contre les végétariens, mais les végétariens vous expliquaient qu'en mangeant des carottes et du chou, on sauvait la planète. Parce que quand on élève du bœuf et qu'on mange du bœuf, d'abord il paraît que les vaches pètent, je suis désolé, et que ça fait du méthane, et que ça contribue au réchauffement climatique. Bon. Et que, d'autre part, il faut les nourrir. Alors, on rit et on sourit, mais la Nouvelle-Zélande a créé un impôt spécifique pour les éleveurs de bétail, parce qu'elle considère que les troupeaux de bétail contribuent, à cause de leur flatulence, au réchauffement climatique. Donc, c'est quand même, on est arrivé quand même à la limite du grotesque ou de l'absurde. Et puis, bien entendu, aussi, on les nourrit avec des tourteaux de soja. Et donc, pour faire du soja, on déforeste, paraît-il, dans certaines régions. Et donc, on n'est pas gentil pour la planète. Donc, vous aviez ces gens-là. Vous aviez des jeunes gens charmants déguisés en ours blanc pour vous expliquer que l'ours blanc était menacé, ce qui est parfaitement inexact. Il n'y a aucun danger sur l'ours blanc. Enfin bon, peu importe. Aucun zoologue au monde ne vous expliquera que l'espèce de l'ours blanc est menacée. D'autres étaient déguisés en champignons. Enfin, tout ça était très charmant. C'était très charmant, mais je ne suis pas sûr que c'était très convaincant pour les délégations qui étaient là. Et donc, on a vu très rapidement qu'il n'y aurait pas d'accord juridiquement contraignant. Dès le 3e jour de la conférence, la Chine n'en voulait pas. Alors, les pays négociaient par groupe d'États, et il y avait donc un groupe qui était dit des 72, c'est-à-dire 72 États en voie de développement, emmenés par le Soudan, pays peu sympathique, manipulé plus ou moins par la Chine, qui bloquait toutes les négociations. Il y avait un groupe dit BRIC, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, donc les pays émergents, qui, eux, disaient « Monsieur Lula », qui est tellement adulé par nos médias, parce que c'est un homme de gauche, un ancien syndicaliste, donc il a toutes les vertus du monde. Lula, il a pris la parole et il a dit « Je me suis fait élire en promettant que, à la fin de mon mandat, chaque Brésilien pourrait bénéficier de 3 vrais repas par jour. Je ne vais donc pas briser le décollage économique du Brésil sur des suppositions scientifiques et climatiques. » Bon, ça a eu le mérite d'être clair. Monsieur Obama, alors c'était absolument grotesque, il y avait une espèce d'Obamania étonnante. Avant qu'il arrive, alors comme tout ça patinait complètement, tous les délégués, ceux de l'Union européenne, etc., attendaient M. Obama comme l'homme providentiel qui allait sauver la conférence sur le climat. C'est à quoi j'avais fait remarquer au commissaire Dimas, une réunion qu'on avait avant l'arrivée d'Obama, que M. Obama n'était absolument pas libre de signer n'importe quoi.
Le président des États-Unis, il est comme n'importe quel chef d'exécutif, il peut signer un traité, mais si son Congrès ne ratifie pas le traité, le traité est lettre morte. Et en plus, M. Obama, il était dans la discussion très difficile sur son système de protection médicale universelle. Et il n'avait pas envie de se mettre à dos une partie du Congrès en prenant des positions un peu aventureuses en matière climatique. Donc il était pour moi évident qu'Obama ne ferait pas de déclaration ou d'engagement, ne prendrait pas d'engagement extraordinaire. C'est exactement ce qui s'est passé. M. Obama, il s'est enfermé avec la Chine, l'Inde, la Russie et le Brésil, sans aucun pays européen. Ils ont mis au point ce qu'on appelait l'accord de Copenhague, ce qu'il a été, en fait. Et après, ils ont dit aux Européens, c'est-à-dire aux États membres de l'Union européenne. Il faut savoir une chose, ici on l'a peu dit, l'Union européenne en tant que telle a été exclue de la négociation finale. C'est-à-dire qu'on a dit à M. Barroso et à M. Dimas, vous êtes bien gentils, mais on n'a pas besoin de vous pour négocier, parce que c'est pas très bien ce que vous représentez. Et en revanche, bon, effectivement, il y avait Mme Merkel, il y avait M. Sarkozy, il y avait les États, mais l'Union européenne, en tant que telle, n'a pas été partie à l'accord final de Copenhague. On ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de publicité sur cet aspect des choses. Ce qui marque d'ailleurs un échec colossal pour l'Union européenne. Car tout le discours de l'Union européenne était de dire, par les décisions juridiques que nous avons adoptées, par notre engagement à diminuer les émissions de CO2 de 20% d'ici 2020, nous sommes exemplaires. Le monde entier doit nous suivre et nous admirer. Alors, je suis un peu caricatural, mais à peine. Dans les textes de la Commission européenne, vous aviez cette tonalité. Nous sommes exemplaires. Nous sommes la seule partie du monde à avoir pris des engagements aussi ambitieux. Donc, suivez-nous. Personne n'était prêt à suivre l'Union européenne. L'Union européenne est une structure juridique qui fait du droit. Bon, très bien. Et à côté de ça, on avait des États, au contraire, extrêmement pragmatiques, comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, comme les États-Unis, soit pays très développés, soit pays en développement, pour qui cette vision extrêmement réglementaire, extrêmement juridique, paraît tout à fait étonnante. Et eux, ils disent plutôt, mais non, ce qu'il faut faire, c'est des efforts considérables en matière de recherche, d'innovation, sur des points précis, en matière d'énergie, en matière de carburant, de mode de déplacement, pour avoir à notre disposition les fondements, les bases d'un nouveau développement économique qui sera moins consommateur d'énergie fossile, d'autant plus qu'effectivement, il est probable que les ressources de pétrole vont en diminuant et que d'ici une centaine d'années, probablement, il n'y aura plus beaucoup de pétrole. Bon. Mais c'est une démarche extrêmement différente de celle de l'Union européenne. À cet égard, au mois de juillet dernier, 29 juillet, tout le monde est en vacances partout, personne ne fait attention, les États-Unis et la Chine ont signé un protocole d'accord, une lettre d'intention diplomatique portant sur 10 points, où la Chine et les États-Unis décident de coopérer et de mettre en commun des centres de recherche et des moyens financiers sur 10 points précis. Alors, il y a la captation du carbone, les véhicules électriques, la modernisation des réseaux électriques, enfin, des choses très précises en matière d'innovation technologique. Et derrière les innovations technologiques, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des brevets. Et derrière les brevets, il y a la possibilité, je puis dire, de tenir l'économie ou la nouvelle économie qui peut se faire. Et ça, c'est complètement caractéristique d'une approche très différente de celle de l'Union européenne. L'Union européenne a une approche réglementariste, et de l'autre côté, on a des approches qui sont des approches pragmatiques. Et dans le texte que j'ai là de l'accord sino-américain, il y a une formule qui est très caractéristique. Ils disent qu'ils mettent en
ensemble leur capacité de recherche, leurs ressources financières, leur expertise, qu'ils supporteront les innovations par la taille combinée de leur marché. C'est vraiment une vision, mais tout à fait pragmatique et économique, si je puis dire, de ce qu'on peut faire, et qui est exactement à l'opposé de la démarche européenne. On dit, voilà, moins 20, peut-être moins 30, mais on ne dit pas comment on atteint les moins 20 et les moins 30 en matière d'émissions. Tandis que là, vous avez dit point, la conservation de l'énergie et l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, l'usage du charbon propre, la capture du carbone, etc., etc., les modernisations de nos systèmes électriques, le développement et la recherche sur les énergies propres, la pureté de l'air, la pureté de l'eau, etc., etc. Donc, des choses très concrètes, contrairement à nous. Et donc, il était évident que le face-à-face entre ces deux visions des choses ne permettait pas un accord qui, effectivement, n'a pas eu lieu. Donc, pas d'accord, en tout cas, contraignant. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les ONG n'ont pas facilité les choses. Parce que comme on a vu très rapidement qu'il n'y aurait pas d'accord juridiquement contraignant, alors, chose amusante aussi, j'ai entendu des cabinets de lawyers américains regretter amèrement qu'il n'y ait pas eu de décision juridiquement contraignante. Parce que là, effectivement, ça faisait du business. Mais les jeunes de Greenpeace se sont mis à faire des manifestations pendant la conférence. Donc ils étaient assis par terre avec des panneaux, nous voulons un accord contraignant, etc. J'ai vu cette image extraordinaire de la délégation chinoise sortir d'une réunion avec le Premier ministre chinois, le président ne s'était pas déplacé, et arriver, voyant tous ces jeunes qui étaient couchés par terre ou assis en tailleur avec leur truc. Donc les Chinois enjambaient les jeunes gens et jeunes filles qui étaient couchés par terre. Et je me suis dit, mais pour ces Chinois, qui, quand il y a 2 manifestants sur la place Tiananmen, envoient les chars, ça doit être vraiment quelque chose complètement en dehors de leur univers mental. Et effectivement, c'était en dehors de l'univers mental et ça les a exaspérés. Il y a un diplomate français qui me dit, ça c'est épouvantable, c'est impossible de travailler dans ces conditions-là. Les délégations, surtout de pays comme la Chine, sont exaspérées et donc ils ne facilitent pas le travail. Donc il n'y a pas eu d'accord. Alors en plus, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait ennuyeux, mais sur le plan de la technique, en fait, il y avait 2 discussions parallèles, l'une sur le fameux traité de Kyoto et l'autre sur un nouvel accord. Et moi j'ai appris, je ne suis pas très bon en géométrie, mais j'ai appris que les lignes parallèles ne se rejoignent jamais. Alors donc effectivement, il y a eu des négociations parallèles qui ne sont jamais rejointes, normal. Donc on est arrivé à l'accord final, qui a été simplement de dire très bien, nous nous engageons à faire tous les efforts possibles pour ne pas avoir une augmentation de la température globale du monde de plus de 2 degrés en un siècle. Très bien. Alors après, par rapport à quoi? Par rapport aux températures pré-industrielles. Ce qui est d'ailleurs une référence curieuse. Partir des températures pré-industrielles. Enfin, le monde a changé depuis 1750, 1780, si on veut faire. Et donc, bon, toujours est-il que l'accord a été là-dessus. Deuxièmement, un accord de principe pour des transferts financiers aux pays en voie de développement pour les aider à faire face aux conséquences du réchauffement climatique. Et troisièmement, un accord particulier sur la question des forêts et de la déforestation. Donc, voilà à quoi on a abouti. Et puis, pour le 30 mars, donc peu de temps, les États devaient dire s'ils s'engageaient à suivre cet accord et quels étaient leurs engagements. Donc, effectivement, le secrétariat de l'ONU a récolté, si je puis dire, toutes ces propositions qu'il faut maintenant analyser.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ça a été un échec ou pas un échec? Personnellement, je ne considère pas que ça a été un échec parce que je pense que si on avait abouti à des mesures contraignantes, d'abord, elles n'auraient pas été mises en œuvre en pratique. Parce que Kyoto, aujourd'hui, même les États qui l'ont signé, à commencer par le Danemark, qui se prétend tout à fait exemplaire, aucun État n'a respecté les engagements de Kyoto, donc ce n'est pas la peine de prendre des engagements pour ne pas les respecter. Je pense que les négociateurs ont compris qu'il fallait maintenant être pragmatique. Et que donc, la démarche, par exemple, sur les forêts, la protection des forêts, leur replantation, la déforestation maîtrisée, etc., etc. Et là, il y a eu un désaccord à Paris il y a 15 jours sur ce sujet-là. Me paraît plus intelligent. On va par petites touches sur des points précis et sur des sujets concret. Je pense que dans ces affaires-là, il faut être concret et que là, l'Union européenne a à faire une révision déchirante. Alors je dis que c'est une révision déchirante pour elle parce que la Commission vient de sortir une communication où elle redit que son objectif est d'avoir des règles contraignantes et qu'elle fera tous ses efforts pour arriver à un objectif de réduction contraignant avec des sanctions et un système de surveillance des États, etc., etc. Et ça, personne n'en veut. Ça a été notamment le système de surveillance des efforts faits par les États. La Chine a poussé du hurlement en disant « Attendez, au nom de quoi ?» En plus, ils sont nationalistes, ce sont des communistes nationalistes. Alors, ils ne sont pas internationalistes pour le coup. Et ils ont dit hors de question qu'un organe indépendant vienne contrôler ce que nous, Chinois, on vous dit. Donc je trouve qu'il y a de la part de l'Union européenne, enfin de la Commission européenne, une espèce d'acharnement thérapeutique sur une voie diplomatique dont personne ne veut, donc qui est vouée à l'échec. Et j'avoue que je ne comprends pas bien. Alors je suis chargé de faire un rapport pour la Commission européenne sur comment poursuivre les Copenhague, mais je vais être en désaccord total avec la Commission. Mais c'est pas grave, voilà, ça sera comme ça, parce que je pense qu'il faut être au contraire pragmatique. Alors, que conclure de cette affaire-là? Première chose, la controverse scientifique sur les conclusions du GIEC est devenue possible. Ça, c'est important. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Maintenant, elle est ouverte. Je vous ai donné quelques exemples dans les livres. Moi, je ne suis pas scientifique, mais la science se nourrit du débat et de la confrontation des idées. Ça, c'est déjà un premier acquis. Pour ce qui est de la politique européenne, je l'ai dit, ça s'est soldé par un échec. Un échec parce que l'Union européenne, qui voulait être exemplaire, n'a pas été considérée du tout comme exemplaire et n'a pas été suivie. À l'évidence, autre point, les États-Unis, la Chine, alors dans une relation, je t'aime moi non plus, mais qui est quand même une relation, se sont mis d'accord pour bâtir en fait ce qu'on appelait l'accord de Copenhague, avec le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud et plus ou moins la Russie. Ils partagent une certitude commune. Les efforts de lutte contre la pollution, contre le changement climatique, il est légitime d'en faire, mais en aucun cas, ils ne doivent amener à casser la croissance économique et à amener une stagnation, voire une récession économique. Et là, on est sur ce plan économique, il y a quand même une confrontation très, très forte, et même au sein de la Commission européenne. On voit très bien, il y a des gens qui vous disent... Alors c'est amusant parce que finalement, les scientistes, les positivistes du XXIe siècle finissent par nous rejoindre un peu, et qui disent, mais attendez, pour résoudre ces problèmes, il faut de la recherche, de la science, de l'innovation. Et j'en suis, moi, intimement persuadé. Mais à côté de ça, vous avez des ONG nombreuses, certains fonctionnaires à la Commission européenne qui disent « Ah non, non, vous croyez encore au mythe du progrès, hein,
Vous êtes des réactionnaires, c'est extraordinaire. Croyez au mythe du progrès, vous êtes des réactionnaires. Ce qu'il faut, c'est changer radicalement nos modes de vie. Donc, il faut consommer ce qu'on produit sur place. Il ne faut plus bouger. Si possible, il ne faut pas avoir d'enfants. Alors, si possible, il ne faut pas avoir d'enfants. Raté, pour moi, c'est trop tard. J'en ai 4, je ne vais pas les tuer. Alors, ça fait sourire, mais j'ai entendu à Copenhague un distingué gentleman britannique expliquer qu'il fallait faire du contrôle des naissances très strict, surtout dans les pays développés. Ah, alors ça va assez à l'encontre de ce qu'on entend d'ordinaire. Et pourquoi Alors j'ai dit, mais pourquoi surtout dans les pays développés? Ah, monsieur, m'a-t-il répondu, parce que les enfants des pays développés ont une empreinte carbone 20 fois supérieure aux enfants des pays en voie de développement. Alors, bon, on est vraiment... Mais je l'ai entendu. Et M. Cochet, qui est un député français vert, a dit, mais il faut arrêter les allocations familiales. Et il faut, au contraire, taxer les enfants à partir du 3e enfant, parce que l'enfant pollue la nature. Et a une empreinte carbone, donc il faut taxer l'enfant. Hein, ça, c'est un homme politique français. Il y avait à Copenhague un ancien ministre vert allemand qui expliquait qu'il fallait empêcher les Allemands d'aller passer leurs vacances sur la côte d'Azur ou sur les côtes espagnoles ou italiennes. Parce que quand ils se déplacent, ils créent du carbone, évidemment. Parce qu'en fait, quand on se déplace, on fait du CO2. D'ailleurs, quand on respire, on fait aussi du CO2. Donc, on pourrait arrêter de respirer. Ça réglerait le problème, sans doute, effectivement. Et vous savez qu'il y a une idéologie dite de l'écologie profonde, deep écologie, qui a été, d'ailleurs, plus ou moins théorisée par un Norvégien au départ, mais qui s'est surtout développée aux États-Unis. C'est devenu une sorte de secte, et les jeunes gens et les jeunes femmes se font stériliser pour ne pas perpétuer la race humaine, qui abîme la nature. Donc on en est, si je puis dire, là. Donc il y a un vrai débat, et qui est profond, entre les gens qui disent oui, il y a un problème écologique, mais et éventuellement de réchauffement climatique, mais on ne peut le régler que par des progrès techniques, des innovations et progrès de la science. Et de l'autre côté, des gens qui disent non, il faut changer radicalement de mode de vie. Il faut finalement, c'est les thèses du Club de Rome, la croissance zéro, etc., la décroissance. Et bien sûr, derrière tout ça, un malthusianisme profond. Le problème étant l'homme. Le problème étant l'homme. Et le fait qu'il y a trop d'hommes. Alors, je vais conclure, parce que sinon je pourrais en parler encore longtemps aussi sur le plan purement technique. Je crois que ce qui est important pour nous, ici, là, c'est vraiment de prendre conscience qu'il existe ce débat, mais qui est important, et nous, on a des propositions à faire, entre une écologie qui soit au service de l'homme et une écologie, finalement, qui est sans l'homme, qui est une sorte de... comme je le disais tout à l'heure, de panthéisme, de néopaganisme, où finalement on adore la déesse Terre. Et alors je vais vous lire là un passage qui est un discours qu'avait fait M. Boutros-Ghali, qui était le secrétaire général des Nations Unies quand il y a eu le premier sommet sur la Terre. Et c'est intéressant de lire ce que dit Boutros-Ghali, qui était d'ailleurs, je le rappelle, au passage, copte, donc chrétien. L'esprit d'Oriot doit créer un nouveau comportement du citoyen. Après avoir aimé son prochain comme le lui demandait l'Évangile, l'homme d'après Oriot doit aussi aimer le monde, y compris les fleurs, les oiseaux, les arbres. Tout cet environnement naturel que nous détruisons régulièrement. Au-delà
Les termes sont quand même incroyables. Au-delà et au-dessus du contrat moral avec Dieu, au-delà et au-dessus du contrat social conclu avec les hommes, il faut maintenant conclure un contrat éthique et politique avec la nature, avec cette terre même à qui nous devons notre existence et qui nous fait vivre. Pour les anciens, le Nil était un dieu qu'on vénère, et même le Rhin, source infinie de mythes européens, ou la forêt amazonienne, la mère des forêts. Partout dans le monde, la nature était la demeure des divinités. Celles-ci ont conféré à la forêt, au désert, à la montagne une personnalité qui imposait adoration et respect. La terre avait une âme, la retrouver, la ressusciter, telle est l'essence de Rieu. C'est extraordinaire. Enfin, c'est la définition d'un nouveau panthéisme, en fait. Et il est dit au-delà et au-dessus du contrat moral avec Dieu. C'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Et donc, justement, le christianisme, si je puis dire, avait sécularisé la nature. Avant le christianisme, et même avant le judaïsme d'ailleurs, le judaïsme aussi l'avait fait, pour toutes les religions qui entouraient Israël, eh ben, la foudre c'était Zeus, la mer c'était Poséidon, la nature était déifiée. Le judaïsme puis le christianisme ont sécularisé effectivement la nature, et on avait dit, Dieu dit à l'homme de dominer, de soumettre la nature. Ah, bien sûr, il ne dit pas de la détruire. Il faut reprendre le cantique de Saint François d'Assise, cantique de la création, où il parle de mère terre et frère soleil, etc., etc. Donc, jamais le christianisme n'a dit qu'il fallait maltraiter la nature. Mais on considère qu'en haut de la création, au sommet de la création, se trouve l'homme qui d'ailleurs donne son nom à tous les animaux qui passent devant lui. Et donc, qui était le signe de la maîtrise que l'homme doit avoir dans la nature. Et là, on est dans un système où finalement, un système quasiment religieux, dans lequel c'est l'homme qui est l'ennemi de la nature. La nature n'est pas au service de l'homme. L'homme est comme exclu du système de la création. Il trouble la vie terrestre. Et donc, finalement, l'homme est néfaste. D'où l'histoire de Cochet qui dit, ben voilà, il faut taxer le troisième enfant. Vous connaissez peut-être, vous vous souvenez peut-être du commandant Cousteau, qui était connu en France pour ses aventures océanographiques. Eh bien, Cousteau, à la fin de sa vie, était devenu lui aussi un adorateur de la planète Terre et avait déclaré « Le berceau, voilà l'ennemi ». Le berceau, voilà l'ennemi. Et donc, c'est cette écologie anti-humaine qui se cache en partie derrière tout ce débat sur réchauffement ou sur non-réchauffement climatique. Et c'est donc là-dessus que je crois nous devons nous battre, nous, pour montrer qu'il existe. D'ailleurs, Jean-Paul II avait commencé à le faire. Le pape Benoît XVI, dans sa dernière encyclique, l'a fait aussi, qu'il existe une conception chrétienne de l'écologie. Que celle-ci, nous avons à la défendre. Et que cette conception chrétienne de l'écologie ordonne effectivement la nature au bien-être de l'homme, y compris au bien-être spirituel. Et ce combat-là, il est urgent de le mener, parce que sinon, nous allons voir, et nous voyons déjà se développer cette espèce de néo-panthéisme qui est dangereux pour l'avenir de l'humanité, et qui est dangereux dans ses conséquences politiques, économiques et sociales. Parce que quand on vous parle de développement durable, c'est le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement. C'est ça les piliers du développement durable. Or, on oublie toujours les deux. En gros, on oublie le mot développement. Donc, on oublie le développement économique et on oublie le développement social. Car dans les thèses des écologistes les plus acharnés, il faut en venir à donc une récession du malthusianisme, etc., sans tenir compte des conséquences sociales que ça peut créer. Si d'un seul coup on tue, je ne sais pas, l'industrie automobile,
vous voyez les conséquences sociales que ça mène. Et donc, on est là, engagé dans un véritable combat pour l'homme, en définissant une écologie au service de l'homme et pas une écologie contre l'homme. Voilà, j'en terminerai par là. Mais il y a vraiment urgence à oser prendre la parole sur ce thème, oser briser, si je puis dire, cette pensée politiquement, écologiquement correcte, qui est profondément, finalement, païenne, qui est profondément pessimiste, puisqu'elle voit l'homme comme un mal et l'avenir de l'homme comme quelque chose de très sombre. Et donc, il faut que là aussi, nous ayons une vision de l'écologie qui soit nourrie de l'espérance chrétienne. Merci.